Bonjour à tous, aujourd'hui on va décortiquer une analyse vraiment percutante du think tank africain TTCGAJ. On va s'attaquer à deux concepts qui sont, on peut le dire, les piliers de notre économie mondiale, le libre-échange et le libéralisme économique. Et pour bien comprendre de quoi on parle, la source commence avec une image assez forte pour décrire le capitalisme. C'est une métaphore qui évoque une force presque primale, sauvage, qui a traversé les époques pour modeler le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Car il faut bien le dire, le capitalisme, c'est le système qui domine tout aujourd'hui. Et pour le saisir, l'analyse propose une métaphore familiale, et vous allez voir, elle est vraiment bien trouvée. Alors, rentrons dans le vif du sujet. On a donc deux concepts clés. D'un côté, le libre-échange, présenté comme le père du capitalisme, son principe fondateur en quelque sorte. Et de l'autre, on a le libéralisme économique, qui agit comme son parrain, l'idéologie puissante qu'il soutient et le renforce. Ok, mais concrètement, ça veut dire quoi tout ça? C'est super important de bien définir ces deux termes, sinon on risque de se perdre. Alors voyons comment l'analyse les décompose. Allez, on commence par le père, le libre-échange. Bon, dans l'idée la plus simple, c'est quand les pays commercent entre eux sans barrière. Mais en réalité, le concept est beaucoup plus profond que ça. Et c'est là que ça devient fascinant. L'analyse montre qu'il n'y a pas qu'une seule définition. Bien sûr, il y a la vision moderne, politique, on supprime les taxes douanières, etc. Mais ça remonte à bien avant. Pensez au troc ancestral, à l'échange entre communautés. C'est même vu comme une extension naturelle des relations humaines, de l'entraide pour survivre et prospérer. Maintenant, passons au parrain, le libéralisme économique. Là, on parle d'une véritable idéologie. L'idée de base, c'est quoi? C'est que l'économie tourne mieux quand ce sont les entreprises privées qui s'en occupent. L'État, son rôle, c'est juste d'être l'arbitre. Il siffle les fautes, mais il ne joue pas le match. Et attention, cette vision a une application encore plus profonde. Pour les tenants du libéralisme, la vraie stabilité, celle qui permet un développement sur le long terme, eh bien, elle ne vient pas des gouvernements. Pourquoi? Parce qu'un gouvernement, ça change aux élections. Non, la stabilité viendrait des grandes entreprises, elles qui sont là pour durer. C'est un renversement total de perspective sur qui détient vraiment les manettes. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, une question se pose. Pourquoi est-ce que tant de gouvernements dans le monde choisissent ce modèle? L'explication du think tank est très pragmatique. Regardez cette comparaison, c'est assez parlant. D'un côté, le modèle libéral. On mise sur l'entreprise privée, la création de richesses, et ça tend vers des budgets en excédent. De l'autre côté, le modèle socialiste, qui se concentre sur les dépenses sociales, le bien-être, et qui, mécaniquement, tend plutôt vers le déficit. Et voilà le cœur du sujet. La promesse d'avoir les caisses pleines, un budget dans le vert, c'est un argument tellement puissant qu'il pousse beaucoup de gouvernements vers le modèle libéral, même si à la base ce n'était pas forcément leur idéologie. Mais attention, l'analyse ne s'arrête pas là. C'est ici que ça devient vraiment piquant. On va aborder un paradoxe qui vient peu tout chambouler. La question qu'on doit se poser est simple. Est-ce que les plus grands champions du libre-échange jouent vraiment le jeu qu'ils prônent? La réponse est, disons, surprenante. Et la réponse, directement tirée de l'analyse, est sans appel. La réalité sur le terrain est très différente du discours. En gros, les nations qui défendent le plus fort l'ouverture des marchés sont souvent les premières à ne pas appliquer cette règle à la lettre chez elles. Alors comment font-ils? Parce que l'analyse appelle le protectionnisme camouflé. L'idée, ce n'est pas de fermer la frontière avec un grand mur, non, c'est bien plus subtil. On va imposer des normes de qualité très spécifiques, des petites taxes indirectes ou encore un grand classique, on va s'arranger pour que les gros contrats publics aillent aux entreprises nationales. C'est une façon de protéger sa propre économie tout en ayant l'air d'un champion du libre-échange. Alors, face à ce double discours, quel est le message final du think tank? Quelle est la bonne conduite à tenir pour une nation souveraine qui doit naviguer dans ces eaux troubles? L'avertissement est très clair. Il ne s'agit pas de tout rejeter en bloc, de se fermer, non. Il s'agit d'être extrêmement prudent, d'aborder chaque accord, chaque partenariat en le décortiquant à la loupe, au cas par cas, et en gardant toujours en tête que les règles affichées ne sont pas toujours celles qui sont vraiment appliquées. Voilà donc la marche à suivre en 4 points essentiels. C'est un vrai appel à la souveraineté stratégique. Être vigilant, intelligent et surtout savoir faire ses propres calculs d'intérêt avant de s'engager. Parce que ces systèmes économiques, ils peuvent être à double tranchant. Et l'analyse se conclut sur cette phrase incroyablement forte. Pour un État, la manière de naviguer dans ce système mondial, ce n'est pas une simple question technique. C'est une question existentielle. Le choix de signer un accord, de s'ouvrir ou de se protéger peut littéralement déterminer son avenir entre la prospérité et le déclin. Voilà qui donne vraiment matière à réfléchir.